Bonjour à tout le monde. Le compteur a déjà démarré, donc on a un petit peu de pression pour bien tenir notre délai. Donc en effet, aujourd'hui, on va parler de climat et de résilience, de la capacité d'adaptation justement et dans quelle mesure vous apportez un certain nombre de solutions par rapport à ça. D'abord, en guise d'introduction, j'aurais quand même aimé rappeler le sujet du risque climatique. On en a parlé longtemps comme parmi les risques émergents. Aujourd'hui, c'est une réalité économique à laquelle tout le monde est confronté. Donc au niveau mondial, on est quand même avec des dommages assurés liés aux catastrophes climatiques qui dépassent les 100 milliards pour la 6e année consécutive. En France, les événements naturels, c'était 5 milliards, 2 en 2025, donc quand même très conséquent. Donc la question de fond qui se pose, c'est dans quelle mesure les solutions, et on va en parler aujourd'hui, de la data, de l'IA, des sujets du paramétrique, des approches de financement aussi, peuvent véritablement devenir des infrastructures d'adaptation, justement pour l'économie réelle. Et je suis ravi d'avoir avec moi aujourd'hui donc Léo de Céleste Sciences, donc cofondateur avec Pierre Gentine. Donc je comprends que, et dans nos discussions, on a évoqué le fait que l'entreprise travaillait au plus près de la recherche académique. Donc ça, c'est un sujet, je pense, sur lequel on appuiera pour bien comprendre comment se fait ce transfert technologique entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, et comment ça permet d'anticiper et de mieux comprendre finalement les risques climatiques. Violaine, on va également parler donc, de Descartes, Descartes Insurance ou Descartes Underwriting. On pourra rentrer un peu dans la précision justement des différentes facettes de Descartes et des différents métiers. Donc à la fois assureur corporate, donc orienté sur les risques émergents. On va parler beaucoup de climatique, peut-être un peu plus que des sujets cyber, et aussi des solutions et des solutions paramétriques, et de votre expertise sur certains risques. Je pense notamment au risque grêle qui fait aussi un peu votre différence sur le marché. Et on parlera enfin avec Laure donc de l'Endosphère. L'Endosphère, plateforme créée en 2014, qui est dédiée au financement participatif sur des projets d'énergie renouvelable et donc sur la démocratisation de l'investissement durable. Donc on a un peu toutes les facettes de notre sujet représentées autour de la table aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par vous poser une première question, pour une question un peu éclair, pour dire, OK, aujourd'hui, est-ce que le climat est encore assurable ? Et si oui, dans quelles conditions? Et sinon, pourquoi est-ce que dans certains cas, il devient difficilement assurable? C'est moi. Celui qui souhaite se lance. Bonjour à tous. J'ai envie de ne pas répondre à cette question et plutôt proposer la réponse suivante, c'est que on est déjà dans un monde où on déplace des villages en France pour rendre la vie des gens pérenne sur le long terme. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on a déplacé un village de quelques centaines d'habitants. Moi, je vais répondre à ta question. C'est gentil. Oui, mais pas comme avant. Donc oui, les risques climatiques sont assurables, mais pas avec les mêmes modèles historiques qu'avant. On va parler de modèles plus prédictifs. Pas avec les mêmes schémas qu'avant. On pourra parler du rôle de la réassurance et des pools et de la mutualisation. Et pas sans adaptation. Donc aujourd'hui, on ne peut plus construire des maisons 4 façades dans le lit d'une rivière. On ne doit plus construire, en tout cas, comme ça. Donc voilà, oui, mais pas les mêmes modèles, pas les mêmes schémas et pas sans adaptation. Très clair. Laure ? Et sur pas les mêmes modèles, il y a 2 jours, Adrien Bilal, qui a été reconnu comme le meilleur jeune économiste 2026, du coup, par Le Monde et le Cercle des économistes, et pour des travaux qui, justement, montrent qu'aujourd'hui, il y a une mise à jour nécessaire des modèles climatiques, parce que ce qu'ils trouvent, en intégrant les conséquences du réchauffement climatique global sur des modèles nationaux, c'est qu'on perd 20% de PIB par rapport à une trajectoire normale à horizon 2100 par degré supplémentaire. Et donc une mise à jour évidente et essentielle des modèles climatiques et de leur capacité du coup à pouvoir intégrer des modèles d'assurance. Et ça amène surtout à l'accélération drastique. Donc le climat est assurable si on accélère la transition énergétique. Parfait. Alors ça me fait une très bonne transition pour le premier angle de cette table ronde qui va être la mesure du risque. On verra après, on parlera aussi de comment est-ce qu'on le réduit, le risque, comment est-ce qu'on prévient, comment est-ce qu'on arrive à le diminuer, et surtout derrière, comment est-ce que, in fine, on le couvre et comment est-ce qu'on le finance. Donc commençons par cette dimension de mesure du risque.
et comment est-ce qu'on fait pour voir le risque plutôt que le subir, ou en tout cas le comprendre le plus en amont possible. Et j'aimerais bien que vous nous parliez tous autour de la table de comment est-ce que cette mesure a changé, comment est-ce qu'on simule les risques extrêmes, comment est-ce qu'on fait quand l'historique peut manquer à certains endroits, et comment est-ce qu'on peut comprendre la corrélation entre les événements. Vaste question. Celle qui le souhaite ou celui qui le souhaite, vous pouvez... Alors, peut-être sur la mesure, pour nous qui sommes financiers, il y a un vrai sujet de mesure sur deux aspects. Le premier, c'est les aspects de productible. Quand on finance un projet, on a besoin de savoir combien il va produire d'électricité pour connaître les cash flows qui vont être disponibles, la trésorerie, et comment on peut financer, structurer le financement. Et la mesure du productible, elle va dépendre donc de données de départ, d'ensoleillement pour les panneaux solaires, de vent pour des éoliennes ou d'hydrométrie pour des centrales hydro, par exemple. Et on le voit, alors un peu moins sur le solaire, mais de façon très évidente pour l'éolien et pour l'hydro. Les fluctuations et les variations d'une année sur l'autre sont de plus en plus importantes. Et donc, ça a des vraies conséquences derrière sur l'analyse du productible et donc de la capacité de financement de ces projets et du risque qui est pris par le financeur qui apporte dans les énergies renouvelables des financements sur le moyen long terme. C'est des financements bancaires sur 15-20 ans. Et à horizon 15-20 ans, ces fluctuations vont évidemment s'accroître parce que les événements climatiques extrêmes vont être plus intenses et plus fréquents, et donc avec un enjeu évident pour les financiers dans la capacité d'adapter la mesure. Parce qu'aujourd'hui, les modèles d'analyse qu'ils font, c'est qu'ils prennent les 20 dernières années et ils tirent le trait sur les 20 prochaines. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça. Et donc, là, une mise à jour évidente des modèles permettant de faire ces analyses de productible. Et le deuxième sujet, c'est justement ces événements climatiques extrêmes qui aujourd'hui sont mal intégrés et qui peuvent avoir des conséquences directes et physiques sur les actifs qu'on finance. C'est-à-dire, on a eu l'exemple, nous, d'une centrale solaire qu'on a financée et qui, juste avant sa mise en service, se prend des grêles comme il n'y en avait jamais eu dans le secteur, et qui détruit une bonne partie de la centrale avant sa mise en service. Alors l'assurance a fait le travail, nous on a prolongé le financement qui était mis en place, mais ces événements-là aujourd'hui vont être de plus en plus fréquents et doivent être intégrés dans les analyses de risque et de financement de ces projets. Je t'en prie, je pense que tu as envie de réagir par rapport aux perches qui ont été tendues. Oui, ouais, non, c'est vraiment très intéressant et tu as tout à fait raison quand tu dis que la modélisation historique et tirer la courbe, on est à peu près sûr de se tromper. Voilà. On a eu des feux de forêt en Alaska. Bon, si vous aviez un modèle historique, c'était pas du tout dans votre radar. Et pourtant, il y a encore des assureurs qui donnent le feu de forêt gratuitement dans les polices dommages en Alaska parce qu'ils n'ont pas tout à fait mis à jour leur modèle, alors qu'on sait maintenant que ça arrive. C'est un petit peu énervant. La grêle, tu parlais de 5 milliards de dommages en France, qui étaient en grande partie en fait, cette année-là causés par de la grêle. On n'avait jamais vu en France une grêle causer des pertes de plusieurs milliards. C'était réservé aux ouragans et on n'en a pas en France métropolitaine. Donc voilà, on ne pensait pas que ça pouvait donner des pertes de cette ampleur-là. Donc modélisation historique, on est sûr de se tromper parce que c'est toujours des choses qui, de mémoire d'homme, ne sont jamais arrivées. Et puis qu'on n'a jamais observé, puisque la grêle, on l'observait au sol, là où il y avait des gens, et puis les centrales solaires de l'Or, elles ne sont pas au milieu des villages, là où il y avait des gens. Donc on n'avait aucune observation au sol et aucun modèle à ces endroits-là. Donc oui, c'est extrêmement important de réinventer les modèles, et c'est aussi pour ça que des boîtes comme celle de Léo sont là, et qui aident énormément les assureurs sur cette voie-là. Parce qu'un bon modèle, un modèle à peu près fiable, c'est le prérequis de tout. S'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de capitaux qui vont venir nourrir les capacités d'assurance ou les capacités d'investissement dans des projets d'infra. Donc, et s'il n'y a pas de capa, il n'y a pas de produit. Et s'il n'y a pas de produit, eh bien, les prix explosent parce qu'il y a un déséquilibre majeur entre l'offre et la demande. Donc tout découle de là. Un bon modèle, des investissements capitalistiques dans de l'infra, dans de la capacité d'assurance qui va permettre d'assurer les gens pour des prix raisonnables. Et comment ça se modélise justement un risque grêle? Ça m'intéresse de vous entendre là-dessus parce que le phénomène de la grêle, il y a des couloirs et puis si on se retrouve à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres, ben en fait la taille des grêlons n'a juste rien à voir et du coup l'impact n'est pas le même. Alors comment on fait?
du coup, pour travailler ça? Faut pas me lancer là-dessus parce qu'après, je peux durer très longtemps et je ne sais pas si vous êtes tous passionnés de grêle, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Moi, je viens de la Drôme, donc c'est dans la vallée du Rhône, et parfois vous avez un côté qui est rasé par la grêle et pas l'autre. Donc ça rend les Ardéchois et les Drômois très, très jaloux en général. Et alors, une des raisons, c'est qu'en fait, la grêle, c'est effectivement, ça fait partie de la famille des sévères convective storms, orages convectifs sévères. Ça vient de cellules grêlifères qui proviennent des nuages. On le sait parce qu'en fait, c'est des nuages qui vont avoir ce qu'on appelle des overshooting tops. Donc, c'est une espèce de chapeau de schtroumpf. Comme ils montent un petit peu plus haut que le reste du nuage, et c'est là que on va avoir des petites gouttelettes qui vont geler, et c'est ça qui va causer de la grêle. Et en fait, ça, on savait juste pas l'observer avant, parce qu'on n'avait pas d'imagerie qui nous permettait de voir où est-ce qu'il y avait des nuages avec des overshooting tops, et on n'avait pas la capacité de calcul d'avoir des mécanismes d'apprentissage automatique qui étaient déjà des algorithmes d'IA avant la GenAI, qui nous permettaient de modéliser où est-ce qu'il risquait d'y avoir de la grêle, même quand il n'y avait pas d'observation au sol. Et aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès de fait sur le plan scientifique, à la fois l'imagerie satellite et les capacités de calcul et les capacités algorithmiques avec le développement de l'IA, qui nous permettent de beaucoup, beaucoup mieux prédire et mesurer grâce à des techno-radars où est-ce que la grêle va tomber et quelle va être la taille des grêlons. Donc ça nous permet de le modéliser, ça nous permet de l'indemniser rapidement avec des produits sur mesure et donc de fiabiliser les projets d'infra comme ceux que l'OR finance. Et donc, il y a aussi la partie plus amont de diagnostic de l'historique récent pour qualifier la fréquence des événements, leur intensité, et pouvoir non seulement anticiper à court terme, comme vous faites chez les cartes, mais aussi avoir une vision du risque et bien pricer en fait la couverture. Et ça, en fait, c'est exactement ce qu'on fait nous chez Céleste. On se positionne plutôt sur des thématiques où il y a une pauvreté de données, donc soit des événements extrêmes qui par nature n'arrivent pas tous les 4 matins et donc il y a très peu d'occurrences sur lesquelles on peut s'appuyer dans l'histoire, soit des zones qui sont mal couvertes par les modèles existants. Par exemple, la semaine dernière, c'est marrant, c'est trop bien cette thématique parce qu'il y a toujours un truc qui se passe dans le monde. La semaine dernière, il y avait à Dubaï un événement de pluie, donc ils ne se prennent pas que des missiles, ils se prennent aussi des inondations, qui a coûté de l'ordre de un peu moins d'1 milliard de dollars de pertes assurantielles. Et il se trouve que dans le désert, les inondations, ça n'existe pas, c'est bien connu. Et surtout, le désert est désertique, il n'y a personne, donc il n'y a pas de mesure. Et donc on a des historiques qui sont relativement limités, et les méthodes traditionnelles des pratiques avant l'utilisation de l'intelligence artificielle ne permettaient pas d'évaluer le niveau de risque pour ce type de phénomène. Et donc du coup, ce que va apporter les modèles nouveaux à base d'intelligence artificielle, qui sont le cœur de métier de mon associé Pierre, qui est un professeur à Columbia University et qui est un des pionniers à avoir utilisé l'AI pour le climat il y a plus de 10 ans maintenant. Eh bien, ça permet de compléter des historiques à partir de données complémentaires qui ne sont pas la donnée de pluie, mais inférées à partir d'autres zones et à partir de la température, à partir de schémas météorologiques. Et donc faire ça de façon automatisée et non pas de façon manuelle, paramétrisée par le physicien. Ce qui est la grande différence, ce que tu mentionnes sur la grêle, qui est le troisième sujet où ces nouvelles méthodes ont un intérêt, c'est tous les périls qui sont mal modélisés par la physique, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout dans les phénomènes, donc du coup on ne peut pas mettre des équations dessus, et de toute façon les temps de calcul seraient tellement faramineux qu'on oublie cette méthode. Les méthodes automatisées permettent de, entre guillemets, connaître les paramètres ou apprendre la physique, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, et de se passer de la modélisation pas à pas, quoi. Justement, en termes de puissance de calcul nécessaire pour pouvoir faire ça, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment l'IA a changé la donne sur le sujet? Et tu parlais aussi de l'enrichissement des modèles, mais tu parlais de l'enrichissement des données aussi en amont avec l'IA. Intéressant que tu appuies un peu sur comment ça change vraiment la donne sur la manière dont on mesure les risques. C'est la révolution.
Pendant longtemps, on a pris mon associé Pierre pour un zinzin à faire de l'IA dans l'univers du climat. Et aujourd'hui, plus aucun modèle repose purement sur la physique. Même le modèle météo qui prévoit votre météo à 5 jours sur votre téléphone repose partiellement sur des méthodes automatisées d'insertion de données, d'assimilation de données et de même la modélisation elle-même à court terme. Aujourd'hui, les modèles physiques sont donc les modèles physiques qui s'appuient uniquement sur des équations sont mis à mal par les nouvelles vagues de modèles IA. Et ça, c'est décliné sur toutes les thématiques. Et c'est décliné sur de façon différente, c'est-à-dire que la lourdeur des modèles va dépendre du sujet qu'on traite. Si on traite la météo à 3 jours, c'est des modèles à plusieurs milliards de paramètres. Parce qu'on couvre toute la Terre, il faut que ça soit du pas de temps à 15 minutes, etc. Quand on fait, nous, un modèle d'humidité des sols, c'est assez light et ça tourne sur un ordi portable du commerce. Et ce que je voulais dire, c'est que ça sert effectivement tous les acteurs, que ce soit l'utilisateur pour la météo à 5 jours. Nous, assureurs, ce qui nous intéresse, c'est la durée du contrat. On veut savoir quel est le risque que notre assuré se prenne un énorme orage de grêle à 5 milliards dans l'année. Et ça va intéresser aussi des projets plus long terme qui vont impacter le financement. Donc oui, c'est la révolution à tous les pas de temps, et donc pour tous les acteurs qui dépendent de près ou de loin des données météo. Et même à 3 ans ou 3-5 ans, on a en développement un modèle qui puisse cibler cet horizon-là, qui conceptuellement n'est plus un modèle météo, mais qui repart plutôt des modèles climatiques. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est de faire des séquences d'années consécutives et d'observer l'occurrence de phénomènes ou d'événements successivement dans ces années-là, et de voir aussi la corrélation, tu en as parlé tout à l'heure David, mais de voir la corrélation entre différents événements et leur fréquence, parce que le gros avantage de ces modèles qui peuvent être lourds ou pas, mais en inférence, ça coûte pas cher. Donc on peut faire tourner notre modèle stochastique 10 000 fois, c'est pas un souci, et donc explorer des séries d'années qui arriveraient tous les 1 millième, une fois tous les 10 000 ans, j'y arrive. Voilà. Ça change aussi la vision du risque derrière pour les assureurs et la finance. Ok. J'aimerais maintenant vous entendre sur les sujets de prévention. Et comment est-ce qu'on orchestre ou comment est-ce qu'on articule la prévention, la couverture, le financement? Comment est-ce qu'on arrive finalement à réduire les risques pour qu'un risque soit assurable ou soit finançable sur certains projets? Et finalement, voir, selon vous, dans ce que vous avez pu observer, qu'est-ce qui change vraiment les comportements? Qu'est-ce qui change la donne en matière de prévention sur les risques climatiques? Peut-être pour commencer sur la prévention, le risque climatique, il faut bien le comprendre comme un risque systémique financier. Et c'est comme ça que le régulateur le comprend. La CPR a réalisé sur 2022-2024 une analyse d'exposition au risque climatique de l'ensemble des assureurs, et en notant qu'il y avait une exposition qui était très importante, trop importante au risque climatique, qui pouvait générer un risque systémique au niveau des assureurs, et avec une nécessité de basculer complètement les stratégies d'exposition au risque climatique. Il y a un deuxième point sur cette prévention, c'est également prévenir le financier des ce qu'on appelle stranded assets, donc des actifs échoués. Ces actifs échoués, ils peuvent être l'objet donc d'évaluations imprévues et extrêmement fortes avant leur amortissement. Et donc là, il y a deux catégories de stranded assets. C'est le premier par destruction, donc toujours ces événements climatiques extrêmes, inondations, sécheresse, incendies, qui vont détruire un actif avant qu'il ait été amorti, avant que le financement ait pu aller à son terme. Et donc là, un risque évident pour le financier. La deuxième occurrence de stranded assets, c'est quand l'actif est devenu contraire
à une politique climatique. Typiquement, une centrale ou une mine de charbon qui, du jour au lendemain, ne vaut plus rien parce que on doit s'orienter vers plus 1,5, plus 2 degrés à la fin du siècle. Et donc, l'exposition des assureurs et du monde bancaire à ces actifs échoués est aujourd'hui extrêmement importante, avec des actifs qui sont dans des zones vulnérables au niveau climatique ou qui ne valent plus rien potentiellement si on se mettait tout d'un coup à être un tout petit peu plus ambitieux sur nos enjeux, sur les enjeux climatiques. Et donc ça, c'est un premier volet, de prévenir, enfin, en tout cas d'intégrer dans les politiques et dans les stratégies des banquiers et des assureurs cette exposition aux actifs potentiellement échoués. Et nous, c'est ce qu'on fait au sein de l'Endosphère. Notre métier, c'est vraiment de mettre en cohérence les connaissances scientifiques climatiques et l'allocation des flux financiers en rendant ça accessible aux particuliers grâce par nature au financement participatif. Ce qu'on évalue, alors on le disait lors de la table, lors du rendez-vous de préparation, toujours compliqué d'avoir une donnée extrêmement précise, mais on évalue que les 1250 projets qu'on a contribué à financer sur la plateforme représentent aujourd'hui l'équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 évitées par rapport au mix énergétique. Et donc, c'est aussi la capacité pour chaque investisseur de se prémunir de ce risque climatique au niveau de son portefeuille en allant flécher pas à pas et projet après projet son épargne au niveau individuel. Nous, on va être sur une prévention qui va être plutôt liée à la police d'assurance elle-même et surtout comment on crée une incitation financière à la prévention. Très important. Et du coup, j'ai choisi 2 exemples qui parlent de vacances. Je me suis dit que ça vous intéresserait tous, puisqu'il y a un exemple dans un camping et un exemple dans un hôtel à Saint-Barth. Alors, voilà, vous choisissez votre style de vacances préféré. Donc, j'ai assuré au début de Descartes un camping qui était dans un endroit très beau, mais très inondable, comme beaucoup de campings, et qui a pris mon assurance, mais vraiment pour un prix extrêmement élevé. Je ne pensais pas d'ailleurs que les campings pouvaient payer des primes aussi élevées. Et en fait, ça faisait partie d'un programme de financement où il faisait financer sa prime par sa banque, en même temps qu'il faisait financer des travaux de surélévation de ses bungalows. Et une fois qu'il a surélevé ses bungalows, sa prime a été divisée par 3, parce que moi je paye, donc c'est de l'assurance paramétrique. Hein. Vous savez que s'il y a 50 cm d'eau, vous allez toucher 500 000 euros. S'il y a 1 mètre d'eau, vous toucherez 1 million. 2 mètres d'eau, 2 millions. Et c'est sûr que si vous voulez commencer à toucher de l'argent dès 20 cm d'eau, bah, c'est plus cher que si vous commencez à toucher de l'argent à partir de 2 mètres d'eau. Donc son assurance qui déclenchait à 20 cm d'eau l'année 1 a déclenché à 2 mètres d'eau l'année 2, puisque tout était surélevé. Et donc l'équation économique était complètement gagnante pour lui, parce qu'en un an, c'est pas très cher de surélever un bungalow. Donc en fait, en un an de prime d'assurance, il avait remboursé ses travaux. Donc il y a une incitation financière énorme et on ne peut pas toujours la mettre en œuvre de façon aussi claire et limpide que dans cet exemple-là, mais c'est important que les assureurs soient capables de refléter ça. Et parfois on l'oublie parce qu'il y a la surprime CatNat et c'est la même pour tout le monde et on mutualise et c'est très bien de mutualiser, mais ça fait parfois oublier l'importance de la prévention. Et un autre exemple, à Saint-Barth en 2017, il y a eu Irma, un ouragan qui a vraiment causé des dommages extrêmement importants sur l'île. Et en fait, on pourrait se dire, bah, les hôtels qui étaient là, vous allez payer plus cher après Irma, parce que quand même, vous avez eu un gros sinistre. Et bien, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, parce qu'avant Irma, ils étaient construits suivant des normes un petit peu laxistes en termes d'ouragan, ou en tout cas anciennes. Après Irma, l'avantage, c'est que ils ont tous dû reconstruire leurs actifs, suivant des normes beaucoup plus strictes. Donc si Irma repasse, je sais qu'il ne causera pas les mêmes dégâts que quand il est passé en 2017. Donc, je peux payer beaucoup moins cher mon assurance, soit parce que je suis en paramétrique et qu'au lieu de déclencher en catégorie 2, je vais déclencher en catégorie 5, soit parce que j'ai un contrat traditionnel et que l'assureur doit être capable, et ça c'est important que les assureurs fassent cette démarche-là, de dire que je vais moins perdre quand ou si Irma repasse. Donc l'incitation financière, elle est clé aussi pour que les entreprises voient l'intérêt de financer leurs risques. Et c'est la responsabilité des assureurs de la refléter auprès des entreprises qui sont exposées.
Tu dis il y a la surprime 4 en France, donc c'est une cotisation qu'on paye tous pour mutualiser le risque, mais ça c'est la France. Et dans d'autres zones du monde, il n'y a pas ce mécanisme, et la conséquence c'est par exemple en Floride, le prix de l'assurance habitation dans certaines zones côtières a triplé en 3 ans. Et donc là on se retrouve avec des niveaux d'assurance de plusieurs milliers de dollars par mois, et donc on retombe sur des actifs échoués, alors à petite échelle, mais ça reste des maisons qui ont des problèmes dans la pérennité. Et c'est en fait les assureurs qui vont déterminer les zones qui sont inhabitables, en fait, ou alors il peut y avoir des histoires de normes, mais ça peut être aussi le risque devient tellement certain que c'est plus du risque, c'est juste de la folie de rester habité là. Et par contre, sur la prévention, il y a des choses très intéressantes qui sont menées au niveau de l'État français, et une coordination entre différents services, entre la sécurité civile d'une part pour prévenir à une échelle de temps relativement faible, coordonner le système d'assurance avec des histoires de primes, etc. Et au niveau de la réassurance, avec la CCR notamment, qui fait un travail super précieux, quoi, et il faut se réjouir de ça. En tant que Français. Et une dernière chose, il y a peut-être quand même, quoi qu'il arrive, la prévention, c'est le vœu pieux, mais on sent quand même qu'il faut se prendre le mur bien pour que les gens réagissent. Et je pense que vous vivez ça tous les jours chez Descartes, où on vient vous voir après l'événement en disant est-ce qu'on peut pas se faire assurer pour l'année prochaine, mais c'est aussi le cas sur l'exercice qu'avait fait la CPR il y a 1 an et demi. Si vous voulez vous faire peur, vous prenez le scénario qu'ils ont pris pour la réalisation du risque climatique. On commence par une crise financière où la bourse dévisse de 40%, etc., suite à une inondation majeure dans le sud de la France, et tout le monde se réveille et ça devient un problème, etc. Le scénario fait vraiment peur, je vous le recommande, c'est une lecture passionnante de chevet. Alors, sur notre dernière minute, j'aimerais vous poser une question à tous les trois de closing. Si vous aviez une baguette magique et dans les 12 prochains mois, vous pouvez changer quelque chose qui a un impact majeur sur la résilience, qu'est-ce que vous changez? Soit chez les assureurs traditionnels, soit chez vos clients, soit dans le comportement, soit sur le climat. C'est quoi le sujet où vous dites, bah ça, celui-là, sur la résilience, si on pouvait y toucher, il aurait quand même un impact majeur? Je me lance du coup. Il y avait un sujet au niveau des assurances aujourd'hui. Il y a des ONG qui font un travail d'analyse d'exposition des assurances-vie au secteur fossile. 2/3 des fonds en UC aujourd'hui contiennent au moins une entreprise qui continue à financer des nouveaux projets fossiles, ce qui est complètement contraire à l'atteinte des objectifs climatiques, et en tout cas de minimiser tant qu'on le peut encore les effets du réchauffement climatique. Et ça va même jusqu'à un fonds en UC sur 2, alors qu'on est sur des unités de compte dites durables. Et donc là, il y a un vrai enjeu de greenwashing et de confiance aussi de l'investisseur. Et donc on voit des assureurs qui à la fois donc, continuent à financer les entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles et qui, par ailleurs, se désengagent ou augmentent les primes. Donc un vrai enjeu de cohérence pour moi sur l'allocation des flux financiers à orienter d'extrême urgence vers la transition énergétique. Très clair. Violaine? C'est pas une question facile parce qu'il y a beaucoup de choses. S'il devait y en avoir une qui peut-être conduirait à toutes les autres, c'est une vraie prise de conscience de la nécessité de vraiment adresser ces sujets. Ils sont parfois en haut de la liste des sujets importants à adresser. Aujourd'hui, plus vraiment. En réalité, ils ont reculé de pas mal de crans. Hein. Il y en a d'autres qui sont passés devant. Et je pense que c'est une erreur parce que si on ne les adresse pas, on va doucement foncer dans le mur. C'est un peu la même chose, je pense, mais à un niveau différent. Au niveau international, on sent un désengagement sur la coopération, alors que c'est un sujet qui est complètement transnational et qui nécessite de se tenir par la main pour aller vers un monde meilleur. Et on a l'impression que c'est pas trop la direction en ce moment, donc peut-être que c'est ce qui pourrait changer la donne dans les 12 mois. Parfait, un grand merci à tous les trois. Compris pour les mid-term.
Absolument. Vous l'aurez compris, mesurer mieux ne suffit pas. Il faut rendre en effet cette résilience véritablement actionnable, finançable, assurable. On l'a vu. Un grand merci.